Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 33. Moins il y en aura, mieux ce sera. Quel quartier de Monaco sera le grand gagnant de la battle des immeubles? Plusieurs quartiers ont déjà participé cette semaine pour encourager tous les héros en première ligne face au Covid. Pour rappel, il y a eu le jardin exotique. Il y a eu l'Annonciade. Il y a eu Fontvieille. Et puis hier soir, nous étions à la Condamine du côté de la rue des Açores. Face au Covid-19, vous êtes filmés ce soir à la rue des Açores pour la bataille des immeubles, 4e édition. La 4e édition, on veut vous entendre faire du bruit, encore plus fort. Voilà, cette battle des immeubles continuera la semaine prochaine avec le chauffeur de quartier, Ferxel et Erwan aux commandes du drone. Le quartier gagnant remportera un cadeau surprise. C'est aujourd'hui que la finale du Monaco Rolex Masters aurait dû se jouer. On n'a pas eu droit au plus beau central du monde avec vue mer, mais on a quand même pu voir une belle exhibition sur le port Hercule. Voilà. Et justement, nous serons en duplex dans un instant avec le vainqueur du Monte Carlo Rolex Masters de l'an dernier, Fabio Fognini, comme chaque dimanche. Nous reviendrons ensuite sur certains moments forts des interviews de la semaine, avec notamment Jean Castellini, Balthazar Sédou, Benoît de Sévelinge, Didier Gamerdinger, Wilfried Diagueté et Charles Leclerc. Mais tout de suite, le point info avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony, je vous propose un point d'information tourné vers la solidarité. Tout d'abord avec la société Saint-Vincent-de-Paul basée à Monaco qui s'occupe tout au long de l'année des sans-abri et des plus démunis des communes limitrophes de la Principauté. En cette période de crise sanitaire, l'association est l'une des rares à pouvoir continuer ses maraudes. 3 fois par semaine, les bénévoles distribuent des paniers repas du côté de Roquebrune, Cap-Martin et de Menton, en alternance avec la Croix-Rouge. Si la société peut pour le moment assurer ses missions, la charge matérielle et financière est importante et l'aide qu'elle recevait de la part de commerces aujourd'hui fermés n'est plus d'actualité. Un appel aux dons est donc lancé. L'adresse s'affiche sur votre écran. Société Saint-Vincent-de-Paul, 32 rue Grimaldi à Monaco. Vous pouvez également les contacter par téléphone ou par email pour leur fournir des denrées en portions individuelles. Et pour les aider dans cette cause, le service des jeunes du diocèse de Monaco a lancé un concours. Je vous laisse écouter les modalités avec l'abbé Golino. Avec le service des jeunes, on aimerait organiser un concours dans lequel vous allez réaliser un spot publicitaire pour inviter les gens à participer financièrement à l'œuvre de Saint-Vincent-de-Paul. Pour cela, rien de plus simple. De chez vous, faire une vidéo de 30 secondes à 1 minute dans laquelle, avec votre originalité, votre inventivité, vous allez pouvoir inviter les gens à participer à l'œuvre caritative. Ce spot, une fois qu'il est réalisé, vous le postez sur votre Facebook ou sur votre Instagram. Mais surtout, vous n'oubliez pas de nous taguer Jeune Cato MC. On vous demande de poster cette vidéo avant le 26 avril. Et nous-mêmes, nous allons sur nos comptes reprendre vos vidéos pour les publier et les faire voir. À la fin du concours, on choisira celui ou celle qui aura fait la meilleure vidéo et le gagnant ou la gagnante recevra un cadeau. Mais c'est surtout une manière propre à nous de participer à cette œuvre et de soutenir Saint-Vincent-de-Paul qui n'oublie pas nos frères les plus démunis. Donc à vos caméras, laissez exprimer votre créativité pour la bonne cause. C'était notre invité il y a 2 jours. Le pilote monégasque Charles Leclerc a lancé la semaine dernière Race for the World, une série de courses virtuelles pour récolter des fonds pour l'OMS dans la lutte contre le Covid-19. Plusieurs pilotes se sont joints à lui, dont son frère Arthur, Alex Albon, mais aussi le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois.
Plus de 65 000 € ont été récoltés. On attend de savoir si une deuxième série sera lancée dans les prochains jours. Et du côté de l'AS Monaco, une autre cagnotte a été lancée pour aider cette fois-ci la Croix-Rouge monégasque. Le club du Rocher a fait don de 50 000 € pour lancer l'opération par le biais du programme AS Monacoeur. Les fonds récoltés serviront à soutenir les actions menées au quotidien, livraison à domicile de repas ou de médicaments, écoute et soutien aux personnes vulnérables, mais aussi au niveau de l'aide internationale. Pour participer à la collecte de dons en ligne, rendez-vous sur la page gofundme.com AS Monaco qui s'affiche sur votre écran. Merci Alexandra. C'est aujourd'hui qu'aurait dû se jouer la finale du Monte-Carlo Rolex Masters. L'an dernier, c'est le voisin de San Remo, Fabio Fognini, qui avait remporté ce Masters 1000. Eh bien, il est avec nous. Bonsoir Fabio Fognini. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, normalement, ce soir, vous devriez être en train de célébrer votre deuxième victoire à Monte-Carlo. Mais malheureusement, ça a été annulé. C'est pas mal ça, mais oui, l'année passée, c'était tout incroyable parce que le premier match avec Roule, je suis été plus à la maison que sur le terrain de jeu. Et après, j'ai gagné le tournoi. Incroyable. Mais oui, parce que, alors, d'habitude, Nadal, il a beaucoup gagné à Monte-Carlo. D'habitude, Nadal, il est chez lui à Monte-Carlo. Mais vous, l'année dernière, le public était avec vous. C'était inédit. C'était la première fois, sans doute, que le public de Monaco n'était pas pour Nadal. Mais oui, je suis né à San Remo. Je vis à côté de Monte-Carlo. Je fais de 14 ans, je jouais au Tampa avec Gaudenzi. J'étais là beaucoup de temps. Je connais bien le club. Et bon, une demi-finale avec Rafa, oui, c'était la journée parfaite. Moi, j'y étais, c'était extraordinaire cette demi-finale, Fognini-Nadal. Vous avez un tempérament, vous avez beaucoup d'énergie sur un terrain, vous êtes fougueux et il paraît que dans la vie, vous êtes plutôt timide. C'est vrai ça? Oui, bon, dans ma vie, je suis tranquille. J'aime bien être avec mes amis, je suis... Oui, plus tranquille que dans les cours parce que tu sais mieux que moi qu'une fois que je rentre dans les cours, je veux tout faire dans la meilleure manière possible et après, cette fois, il ne marche pas. Mais bon, l'année passée, c'était tout parfait. Mais c'est ça, donc l'année passée, vous gagnez l'Open de tennis, le Rolex Masters de Monte-Carlo. Ensuite, vous devenez 10e mondial au classement ATP. Et là, cette année, Monte-Carlo est annulé. Donc, c'est un coup dur pour vous. Oh, c'était un dream come true, on peut dire. Parce que j'entraînais, je jouais, je suis allé à dormir et je me suis réveillé avec cette dream. Tu sais, et bon, une fois qu'après Roland Garros, j'étais 10 mondial, c'était tout vrai. Comme ça, bon, maintenant, je suis bien. Je suis ici en Italie, à côté de Monte-Carlo, autrefois, cette semaine. Je suis avec ma famille et bon, on reste ici. Le tournoi, juste pour parler du tournoi de tennis de Monte-Carlo, quelle est son importance aujourd'hui sur le circuit? C'est le premier grand tournoi sur terre battue de la saison? Ah oui, pour nous, Européens, c'est très, très important. Parce que, comme on a dit, Rafa, c'est le king à Monte-Carlo. Après, bon, il a gagné Stan, il a gagné Nol, et moi, j'ai gagné. Il y a beaucoup de noms dans le circuit. Pas beaucoup des Américains, parce qu'ils viennent plus tard dans l'Europe. Mais c'est le premier tournoi que j'aime bien jouer, parce que, comme tu sais, je suis né ici, je suis né à côté, je me suis entraîné à Monte-Carlo aussi. Et bon, jouer là, pour moi, c'est fantastique. Comment vous vivez cette période de confinement? Est-ce que vous arrivez à garder la forme? Je ne sais pas si vous avez un terrain de tennis chez vous. J'ai vu que vous jouiez au tennis sur votre terrasse avec votre épouse à travers une poussette ou encore un séchoir. Non, pour l'instant, rien. Mon dernier match, j'ai joué la Coupe Davis en Italie. Après, on est rentré vous faites partie, Barcelone. précision, vous faites partie de l'équipe italienne pour la Coupe Davis. Oui, on a joué en Italie avec Corée du Sud.
Et après, bon, je suis rentré à Barcelone avec ma famille et le jour avant de partir pour India West, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, tu es déjà parti? Et j'ai répondu, non, je me réveille dans 2 heures. Et après, il m'a dit, bon, reste à la maison parce que India West, peut-être qu'on va canceller India West. Et bon, j'ai eu beaucoup de, comment on dit, lucky, fortuna. De chance. Et bon, je suis rentré là, on est resté une semaine à Barcelone et après on est rentré chez moi en Italie parce que ici on a des jardins et pour les bébés C'est ça. c'est mieux. Comment vous faites pour rester en forme physiquement? Vous faites beaucoup d'entraînement? Rien, j'ai un petit gym avec des poids, avec des élastiques, avec des escaliers pour faire rapidité, de vitesse. Aujourd'hui, je suis allé dehors chez moi à courir un peu et rien beaucoup. Je suis avec la famille, que c'est un temps très très important pour moi parce que, comme tu sais, cette semaine, on va pour les tournois, on joue cette semaine et bon. Je suis contente parce que je suis avec ma famille, mais le tennis, ça va manquer un peu. Rassurez-moi, Fabio, vous avez quel âge maintenant? Vous avez 32 ans, vous avez encore combien d'années de compétition devant vous? Bon, je ne sais pas, si je reste en forme et j'ai encore cette adrénaline dans les courtes, je ne sais pas, on va voir. Mais pour l'instant, tout ça va bien, je suis bien, j'ai encore comment on dit, le ranking le classement. et beaucoup de formes dans ma tennis. Pour l'instant, je ne pense pas. Donc, de rater. avril 2021, rendez-vous à Monte-Carlo alors? J'espère. On fait comme ça. Merci beaucoup, Fabio Fognini, notre voisin de San Remo, le champion de la terre battue de Monaco de l'édition 2019. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ciao, ciao. Comment une entreprise familiale qui perd la majorité de sa clientèle du jour au lendemain à cause de la crise tient-elle le coup? Nous étions cette semaine en duplex avec Alexandra Pugliese, administrateur délégué de la boucherie Maison Lino. Elle nous a expliqué que la fermeture des hôtels et restaurants avait provoqué un gros choc. Donc finalement, cette crise sanitaire aurait pu se transformer en crise économique pour la Maison Lino, étant donné que l'essentiel de votre activité était à l'arrêt et vous avez su vous renouveler et totalement redéployer de nouvelles activités. Et est-ce qu'à la sortie, vous allez revoir votre business model? Alors, tout ça, ce sont des questions qui sont à dire au présent. Vous parlez vous parlez déjà comme si tout ça était vraiment là pour durer. Je vous dis franchement, aujourd'hui, je vis et je dirige et avec mes parents, on essaye de manager au jour le jour. On navigue à vue, vraiment. Combien de personnes travaillent chez vous? On a 12 salariés. Donc on est 15 en tout avec mes parents et moi. Donc c'est une petite entreprise, mais donc déjà je les remercie parce que c'est franchement un effort de se réinventer tous les jours. Après, ce qui restera à la sortie, je ne sais pas. J'ai ma petite idée, évidemment, mais aujourd'hui c'est un peu trop tôt parce que très sincèrement, on a aussi tous nos clients restaurateurs et hôteliers qui nous manquent et qu'on espère vraiment revoir bientôt et accompagner dans la réouverture de leurs établissements. On ne les oublie pas. Donc en fait, je pense qu'en effet, à l'avenir, on va avoir les deux activités qui vont vivre ensemble et se développer ensemble. Et j'espère pour le bien de tous et pour le bien de mon entreprise familiale, en effet. Après les entrepreneurs, nous avons souhaité prendre des nouvelles cette semaine des salariés. Il y a eu quelques dérapages en début de confinement dans l'utilisation de l'article 6 qui permet aux employeurs de procéder à des licenciements sans motif. Et nous avons évoqué la question avec Cédric Lanary, président de la Fédération des syndicats de Monaco. Il y a eu une polémique autour, enfin une polémique, non, il y a eu des dérapages dénoncés dans l'utilisation de l'article 6 au début de cette crise. Donc là, vous n'êtes pas en train de remettre en question l'article 6 pour la sortie de crise ou si c'est ce que vous dites L'article 6, à un moment donné, de toutes les manières, il faudra qu'on en parle. Là, en période de confinement, lorsqu'il y a un employeur
qui fait des articles 6. Alors maintenant, je rappelle quand même qu'il y a une suspension de tout licenciement sur la principauté pendant le temps du confinement. Donc sans autorisation Sauf faute grave. direction du travail, il n'y a pas de licenciements qui peuvent être effectués. Maintenant, il y a des licenciements qui doivent se faire quand même parce que des entreprises ont fermé avant, etc. Donc bon, ça, on n'en parle pas, mais je parle des licenciements dus à la crise économique du Covid-19. Je précise simplement l'article 6, ça permet des licenciements sans motif. Là, dans ces périodes-là, le projecteur est forcément sur ceux qui vont faire l'article 6, comme ça a eu été le cas il y a quelque temps en arrière. On se rend compte qu'il y a des abus, mais on le savait, sauf que là, on voit que ça, donc ça met en avant forcément la fragilité de l'article 6. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on mette ça à plat, sur la table, calmement, sereinement, que chacun soit en responsabilité sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'an 2020, on peut encore dire à quelqu'un « Allez, va-t'en, tu es viré après 20 ans de travail du jour au lendemain ». Je ne suis pas sûr que ça soit encore quelque chose d'humain. Effectivement, vous dites que tout ça va être mis sur la table. Rupture conventionnelle à la monégasque, entre guillemets. Il n'y a pas de, la porte est ouverte. Ça sera un débat qu'il faudra poser. Nous, on s'est déjà entretenu avec le gouvernement à ce sujet à plusieurs reprises. On sait très bien que les syndicats patronaux sont contre, ils y tiennent. Ils ont leur raison, tout peut se discuter, on se met autour d'une table, on discute, mais nous aussi on a nos arguments. Le côté humain aujourd'hui est quand même un vrai argument. Voilà. Alors c'est sûr que le côté humain est important et cette crise pourrait provoquer des dégâts. Les analystes misent sur la plus grave récession depuis la Grande Dépression. Ce serait pire que la crise financière d'il y a 10 ans. Nous avons donc demandé au ministre des Finances, Jean Castellini, s'il prévoyait un grand plan de relance, une sorte de plan Marshall à la sortie. Des économistes du FMI tablent sur une récession de l'ordre de 3% en 2020. Ce serait la pire récession depuis la Grande Dépression. Ce serait même pire que la crise financière d'il y a 10 ans. Comment est-ce que Monaco peut s'y retrouver dans un tel environnement économique? Est-ce que vous envisagez par exemple un plan Marshall à Monaco pour relancer l'économie? Le plan Marshall, c'est le projet de budget rectificatif auquel je faisais allusion. Parce que lorsque l'on met bout à bout les dépenses supplémentaires et les recettes en moins, on a un chiffre qui est pas loin, qui est légèrement inférieur, mais qui est pas loin aujourd'hui selon nos estimations les plus précises. Et donc, dans le cadre de la préparation de ce BR qui sera déposé au Conseil national d'ici la fin de semaine, on parle de 500 millions d'euros. Je vous rappelle que 500 millions d'euros, c'est le tiers du budget de l'État monégasque. Cet argent, il sera à un moment ou à un autre prélevé, comme la Constitution nous y conduit, sur le fonds de réserve constitutionnel. Et comme son nom l'indique, c'est un fonds de réserve avec dedans des liquidités ou des sommes qui ont été placées sur les marchés. Le montant de ces liquidités et investissements sur les marchés, il est de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Donc 500 millions, c'est 20% des liquidités du fonds de réserve constitutionnel. Je ne connais pas de pays aujourd'hui qui met sur la table, là encore, le tiers de son budget ou 20% de ses réserves pour venir en aide aux acteurs économiques ou pour tout simplement dire la vérité, présenter la vérité des chiffres, parce que d'un côté, nous le savons, il faut dépenser plus, mais de l'autre, en effet, parce que la reprise, elle sera lente, parce que beaucoup d'entités en principauté font une grande partie de leur chiffre d'affaires sur les mois entre avril et septembre. Il n'y aura pas de Grand Prix cette année, il n'y aura pas un certain nombre de grandes manifestations. Après le gouvernement, Unité nationale oblige, la parole au Conseil national. Nous avons demandé au président de la Commission des finances de l'Assemblée, Balthazar Seydoux, s'il était satisfait de la réponse de Jean Castellini au sujet du plan Marshall. Il est de plus en plus question dans de nombreux pays européens autour de nous de plans Marshall, de plans de relance importants. Donc je sais que ça c'est un des points importants aux yeux du Conseil national, c'est d'injecter de l'argent dans l'économie. Est-ce que
Vous êtes satisfait quand je pose la question à Jean Castellini d'un plan Marshall et qu'il me répond le plan Marshall, ce sera le budget rectificatif, étant donné qu'entre le manque à gagner, entre ce qui ne rentrera pas dans la caisse et ce qui sortira de la caisse à la sortie de cette crise, ça pourrait représenter jusqu'à 500 millions d'euros, c'est un tiers du budget de l'État. Eh bien, c'est ça notre plan Marshall. Est-ce que ça vous suffit ? Nous sommes très conscients de la situation exceptionnelle et particulière que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons demandé des aides directes. Il faut injecter de la liquidité dans l'économie. Il faut que l'offre et la demande fonctionnent. Toutes les aides qui pour nous ne sont pas des aides directes à front perdu, mais en fait ça représente des investissements. Plus ces investissements et ces aides publiques que fait le gouvernement aujourd'hui et que l'on fera peut-être un peu plus dans les jours ou semaines qui vont venir, vont aider à la reprise. Donc un plan, vous l'appellerez comme vous voulez, mais il va falloir en effet... Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer, le gouvernement et le Conseil national, ensemble, nous sommes en train de maintenir l'activité, en tout cas, de matière que ces sociétés qui ont fait, je dirais, le modèle économique si envié de Monaco avec pas de dette, fassent en sorte que l'on puisse, au moment de la sortie, continuer. Donc il faut que la commande publique, nous demandons, le Conseil national, unanimement, que la commande publique continue et qu'elle ne s'arrête pas. Parce que cette commande publique va être le leader et va permettre de redémarrer l'activité économique. Et ce que nous demandons aussi, c'est qu'il y ait une politique de la priorité nationale. Je l'entends, que demain, lorsque les choses vont redémarrer, nous souhaitons vraiment que les sociétés que l'on va approcher soient des sociétés sur le territoire monégasque. C'est très important. Et que ça soit pour la commande publique ou pour demain, lorsque les gens vont recommencer à ressortir et faire leurs achats, il y a vraiment un enjeu où nous avons une fierté d'être à Monaco, d'être monégasque, d'être résident monégasque, et même pour les travailleurs, que tous ces gens puissent aller demain acheter dans les magasins à Monaco, et lorsqu'il y a des projets, des grands travaux, ces travaux puissent être faits par des sociétés basées à Monaco et par des sociétés monégasques. Alors le budget rectificatif sera au menu de la séance du Conseil national mardi, une séance à suivre sur Monaco Info. Nous réentendrons notamment Charles Leclerc dans un instant, mais tout de suite les infos pratiques avec Alexandra Pani. Yann Anthony, on l'a remarqué, les apéros virtuels en famille ou entre amis se sont beaucoup développés à l'occasion de ce confinement. Ces applications permettent de garder un lien social très important. Aujourd'hui, je vous propose donc de briller auprès de vos amis justement pendant ces apéritifs 3.0, grâce notamment à Patrice Franck, le chef sommelier de l'Hôtel de Paris. Dans la rubrique Inspiration du site internet de la Société des Bains de Mer, l'on peut retrouver quelques conseils en œnologie, les étapes à respecter pour une bonne dégustation, le choix des verres, comment classer sa cave ou encore comment conserver ses bouteilles. De quoi impressionner vos amis, élever le niveau de vos dégustations maison. Rendez-vous sur le site internet de la SBM, www.montecarlosbm.com, pour avoir tous ces conseils en détail. Et puis quoi de mieux que de marier un bon petit plat à une belle dégustation de vin. C'est l'heure de faire un tour du côté de notre dernier sondage réalisé sur le groupe Facebook Réseau Malizia. On s'est adressé aux cuisiniers confinés pour connaître leurs spécialités culinaires. En grande majorité, l'on peut dire que vous êtes des gourmands adeptes de sucré puisque les gâteaux l'emportent haut la main. En deuxième position, un grand classique dans la région et que l'on déguste avec plaisir à l'apéritif, la pisse saladière, blanche ou rouge, chacun ses goûts. Vous êtes également une vingtaine à vous être essayés au pain maison, un exercice pas toujours évident. Et 4 courageux ont tenté le traditionnel barbadjan. On est curieux de voir les résultats, alors postez vos réalisations sur le groupe Réseau Malizia et n'oubliez pas votre participation au nouveau sondage sur vos lectures préférées. Merci Alexandra. Le réseau Malizia compte plus de 2000 membres sur Facebook. La résistance est en place. Voici le best-of de vos posts.
Cette semaine, nous avons pu échanger avec l'un des joueurs de la Rocket Team, Will Yeguete, qui nous a confié profiter de ce confinement pour se replonger dans la Bible. On est le lundi de Pâques, j'ai vu que vous replongiez également dans la Bible. Exactement, j'essaie d'améliorer ma relation avec Dieu. Je pense que c'est une relation pour moi qui est très importante. Voilà, maintenant on a beaucoup de temps aussi à se concentrer à nous-mêmes, donc je pense que c'est important pour moi de valoriser ce temps-là en prenant beaucoup de temps aussi dans ma foi. Et voilà, je pense que ça me permet aussi de continuer à m'améliorer en tant que chrétien et continuer à parfaire mon savoir sur Dieu et sur ma foi. Sans rentrer dans une sphère trop intime, arrêtez-moi si vous le voulez, mais quand on vit une épreuve comme celle-ci, avec une crise sanitaire, avec un virus, comment on la vit quand on a justement la foi, quand on est croyant comme vous? Moi, je vois plus ça comme un test. Je pense qu'on est testés en ce moment tous. D'un côté, je suis très reconnaissant de ma situation parce que je suis en bonne santé. J'ai pas à aller à l'hôpital tous les jours à aider des patients. J'ai pas à côtoyer des personnes qui sont malades. Ma famille est en bonne santé aussi. Donc ça, j'en suis amplement reconnaissant. Après, j'ai l'opportunité aussi de préparer, d'avoir à manger chez moi aussi tous les jours. Et voilà, je pense que le fait que je sois en bonne santé, ça me permet aussi de relativiser. Après, je pense que ce sera temporaire. Je pense qu'aussi on est testé, c'est voir nos limites en tant qu'humain, comment aussi on peut s'entraider, comment on peut essayer d'être ensemble. Je pense que c'est un moment où il faut vraiment qu'on arrive à rester soudés et surtout à rester positif. Et moi, franchement, je tire mon chapeau à toutes les personnes qui travaillent tous les jours, même à vous, qui continuent à aller au boulot et à faire ce que vous faites tous les jours pour nous. Je trouve que c'est vraiment ces personnes-là qui sont des héros aujourd'hui. Et nous, on est juste d'attendre et de rester patient et surtout écouter ce qui était mis en place par le gouvernement. Les mesures mises en place par le gouvernement et aussi le dispositif mis en place par le CHPG. Et justement, alors que l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie étaient sur le pied de guerre, la bonne nouvelle, c'est que la première vague n'a pas déferlé sur Monaco, mais nous avons demandé à Benoît de Sévlinges comment, en tant que directeur d'hôpital, elle gérait ce genre de situation psychologiquement. Quand vous déployez l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie, que tout le monde est sous pression, tout le monde est prêt à la bataille et que la bataille n'arrive pas, comment vous gérez psychologiquement? Là, on est tous très heureux, bien évidemment, de pas avoir été mis dans une situation qui est celle de nos amis du Grand Est ou de l'Île-de-France. Pour autant, ça va être long à gérer et ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, il va falloir apprendre à vivre avec le Covid, se dire que le virus va finir par circuler un jour ou l'autre, donc les patients, on va les avoir, mais petit à petit. De l'autre côté, ça nous permet quelque chose dont on est très heureux et très fiers, c'est qu'on a commencé à envoyer du personnel dans le Grand Est pour aider. Donc le docteur Jean Catino, qui est anesthésiste réanimateur, est parti cette semaine. Le docteur Desitran va partir la semaine prochaine. Et du personnel paramédical qui va s'y ajouter avec des infirmières et des aides-soignantes. Évidemment, tout le monde est volontaire pour monter. Donc c'est Alsace, Lorraine, vous envoyez des forces là-bas, c'est la solidarité monégasque? C'est une solidarité qui est transfrontalière en réalité. C'est la beauté de la relation qu'on peut avoir avec la France parce que faut pas oublier qu'au début de l'épidémie, si le CHU de Nice ne nous avait pas permis de nous préparer de cette manière-là, nous aurions peut-être eu des contaminations dans le personnel qui nous auraient mis dans une situation difficile. Or, le CHU de Nice nous a aidés. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la France qui réalise les analyses des prélèvements qui sont réalisés sur le territoire monégasque. Donc, si on n'a pas la France pour nous dire qui est positif et qui n'est pas, c'est pareil, on s'expose. Donc aujourd'hui, nous, on rend l'appareil, on est en situation de le faire. On a des agents qui ont envie de le faire parce que c'est des gens qui sont impliqués, qui ont une vraie déontologie et une véritable éthique. Et moi, en tant que directeur d'hôpital, je suis plus que fière de ces agents qui se portent volontaires pour y aller et de ceux qui restent et qui, pour certains, ont renoncé à leurs vacances en disant c'est plus important que mon collègue y aille. Ça y est, Monaco dispose de masques en quantité et pourra également procéder à des tests en masse. Nous avons fait le point avec le ministre de la Santé, Didier Gamerdinger. Le souverain nous avait dit dans cette émission que la principauté avait procédé à des commandes massives de tests sérologiques, des tests attendus pour la mi-avril. Est-ce que vous les avez reçus et en nombre ? Alors, nous avons reçu 1000 tests qui sont un don qui a été fait à la principauté de Monaco
et nous les faisons expertiser parce que nous voulons vérifier que les marquages soient conformes à ce que nous attendons. Vous savez que certains États, notamment l'Espagne, ont eu des déconvenues parce que les tests utilisés ne répondaient pas à leurs impératifs et les Espagnols ont par exemple rappelé 36 000 tests qui ne convenaient pas. Et les Espagnols ont été confrontés à des difficultés parce que ces tests qui n'étaient pas conformes à ce qu'ils en attendaient ont donné une fausse sécurité et par conséquent ont généré un accroissement de l'épidémie. Donc nous ne voulons que des tests qui soient fiables. Il y a environ 18 000 morts en Espagne et c'est en raison notamment peut-être de mesures prématurées et d'un manque de fiabilité des tests. Alors les Espagnols eux-mêmes ont indiqué qu'ils s'étaient appuyés sur les tests sérologiques dont certains n'étaient pas fiables, ce qui a généré cette poussée épidémique et ce qui explique le retrait de certains lots de tests. Donc pour continuer par rapport à votre question, nous avons 30 000 tests qui sont assemblés en Allemagne, qui ont fait l'objet d'une certification reçue hier en Principauté de Monaco que nous examinons, qui sont en train de descendre en ce moment même vers la Principauté de Monaco et que nous attendons en début de semaine prochaine. Si ces tests sont fiables, nous recommandons 20 000 tests allemands. Et dans le même temps, il faut savoir que nous avons commandé directement en Chine 30 000 tests. Mais ça veut dire que vous allez tester tout le monde ? Ça veut dire que nous allons massivement tester. C'est une des stratégies de la sortie du confinement, c'est porter un masque, tester les personnes et suivre l'évolution de l'épidémie dans la population. Et on termine notre coup d'œil dans le rétroviseur des invités de la semaine avec celui qui ne supporte pas d'être dans le rétroviseur de qui que ce soit, notre champion national, Charles Leclerc. Vous avez décidé de vous confiner à la maison à Monaco. Ah oui, clairement. Enfin, c'était dans tous les cas le choix logique. Je suis ici à la maison, c'est là où je me sens le mieux. Donc, je suis dans mon appartement à Monaco. J'ai Technogym qui m'a envoyé quelques appareils pour que je puisse m'entraîner chez moi. Et voilà, en attendant que ça passe, j'essaie de m'entraîner un petit peu sur le simulateur et pas mal de préparation physique pendant la journée. Sans indiscrétion, vous êtes dans quel quartier ? Parce qu'on a lancé une battle des immeubles pour faire applaudir tout le monde à 20h pour les personnels soignants. Mais vous êtes dans quel coin ? Je crois qu'on a gagné parce que je suis au jardin exotique. Ah vous étiez... Non, c'était la première étape. D'accord. On verra, c'était la première étape. Ce soir, c'est Fontvieille et il y a la princesse Stéphanie, a priori, qui va applaudir. Donc, on va voir qui gagne. Okay. Précisément, 30 jours pour vous qui voyagez dans le monde entier en permanence. Vous étiez déjà resté à la maison 30 jours comme ça ces dernières années ? Jamais. C'est la première fois. C'est ça. Et je pense pour tout le personnel qui travaille en Formule 1, c'est la première fois. Donc, c'est vrai que ça fait un grand changement. On a normalement l'habitude de voyager tous les 2 jours. On change de destination. Donc voilà, c'est un rythme très, très, très rapide et on voyage beaucoup. Donc, c'est vrai que depuis un mois, rester à la maison comme ça sans rien faire, ça nous change un petit peu. Évidemment, on ne peut pas parler avec vous sans parler de l'annulation du Grand Prix de Monaco. J'imagine que, encore plus que pour nous, ça a été une terrible déception pour vous. Oui, c'est très triste pour moi, surtout que les 2 dernières années n'ont pas été très positives au Grand Prix Monaco de mon côté, pas eu beaucoup de chance. Donc, et voilà, et le Grand Prix à la maison, c'est toujours quelque chose de spécial. Mais bon, je pense que la santé des citoyens monégasques et de tout le monde en général, ça doit passer avant. Donc je pense que ça a été la bonne décision qui a été prise et on reviendra en 2021 en espérant faire une bonne course. Allez, voici le best-of des réseaux sociaux. Tu masques ton visage, des sensations sociales. Tu marches tel un robot dans les rayons de casino. Les gens ne te touchent pas, y'a plus de paria. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h, tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info. 3, 2, 1, faites du bruit!
ce soir, c'est la condamine. Allez, faites du bruit plus fort encore. Ce soir pour l'émission Monaco face au Covid-19. Vous êtes filmés ce soir à la rue des Açores pour la bataille des immeubles, 4e édition. La 4e édition. On veut vous entendre faire du bruit. Encore plus fort. Partagez toutes vos photos. Hashtag réseau Malizia. Je veux voir tout le monde les mains en l'air. Tout le monde les mains en l'air. Est-ce qu'on est prêt? Tout le monde les mains en l'air pour le tapping. Ensemble, attention. Ouh. Ouh. Ouh.